Bonsoir. Dans l'actualité, la fin annoncée du calvaire des marchands ambulants. L'agence d'appui qui leur est consacrée diligente un projet de complexes commerciaux à travers le Sénégal disponible l'année prochaine. Baragaï reste en prison. Le procès du secrétaire général de l'Union des jeunesses travaillistes libérales est renvoyé au 3 décembre prochain. Dakar, capitale du syndicalisme des femmes, le Premier ministre a présidé la deuxième conférence mondiale des femmes de la Confédération syndicale internationale. L'invité de l'entretien éclair de cette émission, le président de l'interprofession avicole du Sénégal, Babacar Ngom, qui passe ce soir au peigne fin et l'évolution de ce secteur dans notre pays. Amener le secteur informel à jouer sa partition dans le développement de l'économie du Sénégal et en toute sérénité, l'Agence nationale d'appui aux marchands ambulants en fait son combat. L'ANAMA qui annonce pour 2014 14 complexes commerciaux à travers le Sénégal, précisément dans 5 régions du pays. Projet estimé à 9 milliards de francs CFA. Des associations et fédérations de marchands ambulants ont pris connaissance de ce plan aujourd'hui. Kolo Cissé Daoudesso pour le compte-rendu de cette rencontre. 10 000 cantines pour le recasement des marchands ambulants. L'annonce est faite par le directeur général de l'ANAMA aux différents représentants des marchands venus répondre à l'appel. Le projet consiste à réaliser 14 complexes commerciaux à Dakar, Kaolack, Thiès, Touba et Saint-Louis. Cela entre dans le cadre de la stratégie nationale d'appui aux marchands ambulants. Ce projet, c'est une réponse à une problématique très sérieuse, à savoir le recasement des marchands ambulants. Donc, dans 5 villes du Sénégal, à partir de 2014, nous envisageons accélérer la cadence pour aller vers la réalisation de ces 14 complexes commerciaux et recaser 10 000 marchands ambulants, donc 10 000 emplois. C'est des cantines anti-feu. Aujourd'hui, vous savez, tout le temps on parle d'incendie au niveau des marchés, au niveau des commerces, des complexes, mais avec ce projet, c'est des cantines qui ne prennent pas feu. Cette rencontre est pour l'ANAMA une tribune de concertation avec les différents acteurs du secteur. Chez les marchands ambulants, le projet est salué, mais il souhaite tout de même sa concrétisation au plus vite. Je suis très satisfait parce que je crois que l'ANAMA va mettre son pierre dans l'édifice sur le processus de recasement des marchands dits ambulants. Il ne s'agit pas de donner seulement des cantines, parce que l'ANAMA, dans son exposé, il veut nous appuyer dans d'autres domaines pour essayer d'améliorer la condition des marchands ambulants, favoriser le retour vers la terre et réinsertion les acteurs. Les 10 000 cantines prévues vont coûter 900 000 francs CFA l'unité, avec une subvention de 30% de l'ANAMA. À terme, le projet va contribuer à formaliser et professionnaliser le métier de marchand ambulant. L'objectif du projet aujourd'hui, c'est d'organiser, de rationaliser l'activité des marchands ambulants. Il faut désengorger les artères des grandes villes. Il faut que nos villes retrouvent leur image d'antan. Il faut maintenant répondre à l'acte 3 même de la décentralisation. C'est-à-dire aujourd'hui, le gap qui existe entre le monde rural et les villes vraiment soit réglé définitivement. L'Agence nationale d'appui aux marchands ambulants a lors de la rencontre remis du matériel informatique à certains présidents d'associations de marchands. L'ANAMA envisage aussi le recensement des marchands ambulants et des programmes d'alphabétisation et d'éducation financière en leur faveur. La deuxième conférence mondiale des femmes de la Confédération syndicale internationale s'est tenue aujourd'hui à Dakar. Le Premier ministre a présidé cette rencontre. Aminata Touré s'est engagé à diligenter la ratification des conventions 189 et 183. Mohamed Dieng, Nafissatou Silla. La syndicalisation des femmes, une réalité aujourd'hui pour le Sénégal. La deuxième conférence nationale des femmes de la Confédération syndicale internationale l'a confirmé, cela de par une forte mobilisation et un engagement. Nous allons continuer. Nous avons commencé la campagne de syndicalisation
dans le cadre du secteur de l'économie informelle. Nous avons déjà commencé, mais aussi nous allons continuer pour les 4 ans à venir. Le slogan lancé par les femmes présentes à cette conférence, c'est « Comptez avec nous », ce qui signifie qu'elles doivent être présentes au sein de toutes les institutions, que ce soit au niveau du travail, au niveau du Parlement, partout elles doivent être présentes et montrer ce dont elles sont capables. Et c'est dans cette perspective qu'on travaillera pour mettre en place des stratégies capables de réaliser ces objectifs. Pour la tenue de cette manifestation, plusieurs femmes du monde entier sont venues répondre à l'appel. Une occasion aussi pour le Premier ministre, qui a présidé la cérémonie, d'affirmer la position de l'État du Sénégal quant à la ratification de la Convention C-189. La syndicalisation des travailleuses et des travailleurs est un instrument efficace pour éradiquer les injustices sociales. Les nombreux acquis sociaux des populations l'ont été par ce mécanisme qui permet aux travailleurs d'exprimer leurs préoccupations. Donc nous nous engageons à accélérer la ratification des conventions 189 relatives au personnel domestique, mais également 183 relatives à la maternité. Un appui jugé salutaire par certains. C'est un jour mémorable aujourd'hui au Sénégal. Madame le Premier ministre du Sénégal a promis de ratifier la Convention 189 sur les travailleuses domestiques, mais également la Convention sur la protection de la maternité. C'est donc une excellente annonce pour nous aujourd'hui au Sénégal. Quand le gouvernement, l'État, donne un signal fort dans le cadre de la ratification de 2 conventions vraiment qui nous intéressent, qui nous préoccupent, qui nous intéressent. La Convention 183 sur la protection de la maternité et la Convention 189 sur les travailleuses domestiques. Je peux dire que nous avons réussi l'engagement que nous nous sommes faits. Accroître le nombre de femmes dans les instances de décision, renforcer leur représentativité dans les organisations syndicales, c'est entre autres l'objectif de cette rencontre. Les femmes sont aujourd'hui conscientes qu'elles peuvent être vecteurs de développement socio-économique. Bara Gaye retourne en cellule. Son procès de ce matin est renvoyé au 3 décembre prochain. Ses camarades libéraux parlent de procrastination délibérée de la justice sénégalaise, ce pour des raisons purement politiques. Yaya Diallo et Hadi Atala. Pour sa première comparution, Bara Gaye, secrétaire général de l'UJTL, est appelé à nouveau à la barre le 3 décembre prochain. Les libéraux présents au tribunal, partagés entre la désolation et l'amertume, dénonce une cabale et une manœuvre dans la décision de renvoi. On l'avait dit il y a 3 jours dans un communiqué qu'il y avait des gens tapis au palais qui tiraient sur des ficelles à ce que Bara soit lourdement sanctionné. L'histoire nous a donné raison aujourd'hui parce qu'ils ont fait exprès pour repousser le procès jusqu'au 3 décembre. Et coïncidence encore, ils ont fait exprès pour que le procès de Bara puisse coïncider avec le procès de Ahmed Suzanne Camara. Donc voici des manœuvres que le régime est en train de faire, des manœuvres qui ne font pas la dignité du Sénégal, des manœuvres aujourd'hui qui sont en train vraiment d'entacher l'image de marque de notre justice. Donc nous sommes écœurés de la position du gouvernement. Comme vous le savez, encore une fois, c'est le délit d'opinion, c'est l'article 80. Nous ne pensions pas qu'au Sénégal, dans ce Sénégal-ci, qu'on pourrait parler de royauté, parce que c'est des délits qui, normalement, se réfèrent à des rois. Macky Sall n'est pas son Altesse Macky Sall. Les libéraux annoncent une riposte politique. Selon eux, l'emprisonnement de Bara Gaye a des soubassements politiciens. Nous sommes tous désolés de cette décision du tribunal qui a renvoyé le procès pour le 3 décembre. Tous les Sénégalais s'attendaient aujourd'hui à ce que Bara soit libéré, parce que nous l'avions toujours dit, Bara est innocent. Il faudrait que nous nous mobilisions, c'est seulement dans la mobilisation politique que nous pouvons arracher la libération de Bara Gaye. Donc nous allons vraiment apprécier cette situation. Nous n'avons pas, aujourd'hui le droit n'a pas été dit, il n'y a pas de justice au Sénégal, il n'y a pas de justice pour les opposants. C'est vraiment ça que nous retenons de ce qui a été dit aujourd'hui au procès de Bara Gaye. Les jeunesses libérales ont tôt le matin sonné la mobilisation qu'elles comptent maintenir.
Sur place, un dispositif sécuritaire était déjà mis en place, interdisant tout attroupement aux alentours du palais de justice. Toujours dans le chapitre judiciaire, le procès de Luc Nicolaï renvoyé au 27 novembre prochain. Le promoteur sera jugé lors d'une audience correctionnelle spéciale. Il est en prison depuis octobre 2012. Luc Nicolaï poursuivi pour extorsion de fonds, entre autres. La journée mondiale des toilettes célébrée aujourd'hui au Sénégal. 65% des ménages en milieu rural ne disposent pas de toilettes. En milieu urbain, 37% dans le même cas de figure. Des chiffres livrés par l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement. Voici le directeur exécutif de COSIDEV. Il prône la mise en place d'une véritable politique d'assainissement. Écoutez-le. Cette journée mondiale, c'est la journée mondiale des toilettes. L'idée pourrait faire sourire, mais l'enjeu est important et les objectifs sont sérieux parce qu'il s'agit en fait d'une question de santé publique. Figurez-vous que 2,7 milliards de personnes à travers le monde n'ont pas accès aux toilettes. Et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait, qu'on brise le silence autour de ce manque de toilettes. Au Sénégal, 65% des ménages ruraux n'ont pas de toilettes. Quand vous allez dans les ménages urbains, 37% des ménages urbains au Sénégal, ici à Dakar, dans des quartiers que vous et moi connaissons, Niayes Thioker, Ray, Ganaw Ray, tous ces quartiers, les ménages sont là mais n'ont pas de toilettes. L'assainissement, malheureusement, est perçu comme le parent pauvre des politiques d'accès à l'eau. Mais il ne peut pas y avoir de développement durable sans qu'il y ait de l'assainissement. À Louga, la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole a été lancée. À Kébémer, l'absence de données a failli maculer l'opération. Tchernefal. L'école 1 de la commune de Kébémer a abrité le lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Il a été présidé par le préfet du département de Kébémer. Et nous considérons que c'est une bonne stratégie de rentrer par l'école, puisque c'est l'année scolaire et que l'essentiel de la tranche d'âge concerné, n'est-ce pas, se retrouve actuellement à l'école ou bien dans les daras. Les autorités médicales de Kébémer ont salué l'introduction du vaccin contre la rubéole. C'est un vaccin qui existait dans le marché, qui était très cher. Maintenant, grâce à l'État du Sénégal, tous les Sénégalais, les jeunes Sénégalais peuvent en disposer. Et il faut dire qu'il y a d'autres vaccins qui vont rentrer dans le programme dans l'année qui suit. La cérémonie a été une occasion pour le médecin-chef du district sanitaire de Kébémer d'apporter des éclaircissements par rapport à la sortie des infirmiers membres du SUTSAS dans le cadre de ces programmes de vaccination. À ma connaissance, le médecin-chef de région, en tout cas personnellement, ne m'a jamais dit de ne pas donner des vaccins à des infirmiers. Et je pense que c'est pour tous les autres médecins, c'est comme ça. Maintenant, pour vacciner, il faut donner les données. Et ça, ce sont les médecins de district qui l'ont décidé. Et ça, c'est logique. Et les bailleurs qui nous ont donné les moyens exigent des résultats, comme nous-mêmes, nous en exigeons. Maintenant, par propos de Dr Traoré, moi, je pense que c'est le chef qu'on aurait aimé en tant que médecin-chef de district. Dans le département de Louga, la cérémonie de lancement régional de la campagne de vaccination contre ces maladies mortelles a eu lieu dans le village de Nyomré, situé à une dizaine de kilomètres de Louga. Plus au nord, les 22 villages du Dandemayo ont battu la latérite. Les populations se sentent en effet loin de tout. L'accès aux soins est quasi impossible, sans parler de l'enclavement de la localité et de l'absence d'électricité. Allez, Bandeliang. De Tchali à Gangel, les populations de toutes ces 22 localités ont manifesté le ras-le-bol. Située sur la rive du fleuve Sénégal, au cœur du Dandemayo, cette zone n'est reliée avec le reste du pays qu'à travers une piste chaotique. Toutes ces localités, qui ne doivent leur existence encore que grâce à l'apport des émigrés, exigent aujourd'hui de meilleures conditions de vie. Insécurité, obscurité et enclavement entourent. L'ensemble des 22 villages et hameaux de Dandemayo de Dorol, à Patalal,
constituant une population de plus de 30 000 habitants, s'est réunie aujourd'hui à Orolde en présence de leur chef de village pour réclamer leurs droits. À savoir l'électrification de ces villages. En effet, nos ordinateurs dorment dans nos collèges faute d'électricité. On achète un sachet de glace à 300 francs. Nos structures sanitaires ne peuvent pas conserver leur vaccin faute d'électricité. Nos élèves ne peuvent pas apprendre leurs leçons ou faire leurs exercices à la maison faute d'électricité. Nous, les populations de Danema du département de Kanel, avions fondé beaucoup d'espoir avec l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir. Aujourd'hui, on a perdu cet espoir-là. On est une fois encore trahi, oublié, isolé. La tenue de cette manifestation a vu une forte mobilisation des émigrés établis à travers le monde. Ces derniers ont tous participé financièrement pour la réussite de la manifestation de colère organisée à Orolde, dans le département de Kanel. Le Centre africain d'études supérieures en gestion accueille un séminaire mondial de l'entrepreneuriat. Plus de 120 participants qui échangent sur notamment les stratégies d'appui aux jeunes, les jeunes porteurs de projets. Écoutez. La solution au problème n'est pas seulement la recherche d'emploi dans les entreprises. La solution au problème de l'Afrique est dans la création d'entreprises. Et donc, créer des entreprises ne se fait pas ex nihilo. Il faut des outils, il faut tout un ensemble de paramètres à composer pour que l'écosystème entrepreneurial soit là. Et donc, l'organisation de ce forum sert à créer cet écosystème entrepreneurial-là. Nous voulons que l'ensemble des jeunes viennent s'inspirer, viennent s'engager, se connecter aux entrepreneurs qui sont là afin de trouver les voies pour mettre en place leur propre entreprise. Une grave crise des valeurs frappe les jeunes au Sénégal de manière générale. C'est du moins le sentiment de El Hadj Amadou Dème, opinion exprimée lors de la première édition de la journée culturelle de l'association Safinatou Nadiati. C'était au CICES. Je demande aux jeunes de revisiter le Coran et les enseignements de nos anciens. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, disait qu'un jour, les hommes seront frappés par une crise de valeurs et pour échapper à cela, il nous recommande de revisiter le Saint-Coran. Et vraiment, les enseignements de Cheikh El Hadj Ahmed nous ont permis de mieux le comprendre. Mafatone, bonsoir. Bonsoir Khalifa. La page des sports que nous démarrons avec du football. Tout à fait, du football et surtout les barrages comptant pour la qualification à la Coupe du Monde. Dernier match qui se joue ce mardi. Tout à l'heure, le Ghana a validé son ticket pour Brésil 2014 malgré sa défaite ce soir au Caire. 2-1, les Black Stars s'étaient imposés largement à l'aller sur le score de 6-1. Alors, en ce moment même, l'Algérie accueille le Burkina Faso. On doit être pratiquement à la fin du match. Donc, à la 57e minute, les Fennecs avaient fait le retard et mené sur le score d'1-0. Si le score en reste là, évidemment, les Fennecs seraient qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde à confirmer d'ici la fin de cette édition. Alors, dans la zone Europe, l'équipe de France condamnée à l'exploit face à l'Ukraine après sa défaite 2-0 à l'aller. La France qui joue en ce moment au Stade de France et donc il doit marquer 3 buts pour espérer aller à Brésil 2014. La Suède devra elle aussi renverser la tendance ce soir devant le Portugal qui avait battu 1-0 lors de la première manche. Alors autre rencontre, Roumanie vs Grèce, donc les Grecs ont eu une longueur d'avance avec 2 buts d'écart pour la première partie. Tout reste à faire entre la Croatie et l'Islande qui se sont quittés sur un score de parité 0-0 lors de la manche aller. Nous reparlons du match Sénégal-Côte d'Ivoire. C'est le système du 3-5-2 qui a porté bonheur aux Lions face aux éléphants. L'œil du technicien, Bruno Ferry il s'appelle, il est l'entraîneur de Dakar Sacré-Cœur. Il parle tout de même d'un système de circonstances vu la difficulté à l'animer. Bruno Ferry que nous écoutons, interrogé par Abdelaziz Khan. On peut parler de système pour la circonstance. Je pense qu'il y avait un double objectif. C'était déjà dans un premier temps
proposer autre chose, parce que c'était un match coup près où il fallait de toute façon gagner par un certain score pour pouvoir se qualifier. Et je pense qu'Alain Giresse a voulu aussi surprendre et a surpris un peu tout le monde de par ce dispositif, et en premier les Ivoiriens. Donc il y avait ce double objectif. C'est pas un système facile. Aussi il y avait l'idée de couper certaines passes vers l'avant que les Ivoiriens aiment faire. Maintenant amener ce système-là sur la durée, c'est pas forcément facile, surtout en sélection, pour la simple et bonne raison que si vous regardez bien, notamment là où évoluent la plupart des garçons en Europe, c'est un système qui est très peu utilisé, quelques clubs italiens je pense, mais c'est plus un système qui est à la mode. Ça veut dire que à chaque fois que vous allez récupérer les joueurs, vous allez leur demander quelque chose qui n'est pas fait en club. Merci Bruno Ferry pour ces précisions. Alors l'information vient d'être... Malheureusement, le Burkina Faso, pourquoi malheureusement? Parce que bon, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, n'ira pas à la prochaine Coupe du Monde, éliminé effectivement par l'Algérie qui s'est imposée sur le score d'1-0. Et donc du coup, on note que ce sont les 5 mêmes équipes africaines qui étaient parties à la Coupe du Monde 2010 qui iront à celle de 2014. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Algérie et donc le Burkina Faso. Il est le joueur en forme du moment du FC Metz, Diafara Sakho, venu assister à l'inauguration du centre de formation de Génération Foot, où il a fait ses premiers pas, actuel meilleur buteur de la Ligue 2 française, avec 8 réalisations. L'attaquant sénégalais revient sur sa réussite du moment, avec une ambition, celle d'intégrer l'équipe nationale du Sénégal. Nous l'écoutons. Je suis plus que fier aujourd'hui de moi et de toute l'équipe aussi qui est autour de moi. C'est sûr qu'il y a beaucoup de sollicitations. Il y a parce que j'ai fait une début de saison honorable. Après, il y a par rapport à ça aussi, je sais que Metz c'est mon club formateur et j'ai toujours donné ma parole. De dire que le plus important pour moi, c'est d'amener Metz dans la hauteur où il mérite d'être, c'est en Ligue 1. Je pense que tout le monde rêve un jour de jouer en équipe nationale. Après, moi je sais qu'encore je suis encore en phase d'apprentissage. Et je suis jeune et après il faut juste que je continue encore à marquer de but. Et mon tour viendra et je ne suis pas pressé. Voilà, je rappelle donc le nom des 5 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde, représentant la zone Afrique, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun et l'Algérie. Pour terminer, c'est demain que Lionel Messi va recevoir son soulier d'or, un trophée UEFA qui récompense chaque saison le meilleur buteur d'Europe, tout championnat confondu. L'attaquant du FC Barcelone a terminé la saison dernière de Liga avec 46 réalisations, ce qui en fait le joueur le plus prolifique que tout championnat confondu. Et à rappeler que l'Argentin a déjà remporté 2 fois ce trophée pour les saisons 2009-2010 et 2011-2012. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive. Fatou Ndoye, merci. Avant l'invité, reportage à Kaolack avec le port de cette région dans l'agonie. Le dragage du fleuve Saloum serait la solution pour justement le ramener à la vie. La chambre de commerce du bassin arachidier réalise l'enjeu et entend se donner les moyens d'y arriver. Ibou Cissé, Ibrahim Kamara ont signé ce reportage à Kaolack. C'est sous le chaud soleil que le directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes a effectué la visite de certaines industries naissantes à Kaolack, mais aussi du port de la capitale du Saloum, un port qui est sous la tutelle de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack. Il faut la combinaison de ces 3 éléments. Un port, des services de transport maritime qui vont et qui viennent à partir de ce port, ainsi qu'un environnement industriel qui génère un trafic de marchandises ou bien de produits suffisants. Le port de Kaolack est dans la bonne direction. Et ma visite s'inscrit dans ce cadre et sur un triple plan. D'abord, c'est l'une des promesses du chef de l'État. Le deuxième point, c'est le discours de politique générale de Mme le Premier ministre. Vous avez encore vu et entendu plutôt que le port de Kaolack est au centre des préoccupations de l'État du Sénégal. Et enfin, le port de Kaolack se trouve, comme les autres ports du Sénégal, dans le contrat de performance que l'ANAM a avec l'État du Sénégal et sur lequel nous sommes audités au bout de 3 ans. Jadis l'épine dorsale de l'économie de la région du bassin arachidier, le port de Kaolack a impérativement besoin du dragage du fleuve Saloum pour un redécollage de ses activités.
tant que ce dragage ne sera pas fait potentiellement à l'embouchure d'abord, et puis vous sautez, après Foundiougne jusqu'à Kaolack, l'activité économique de la région sera compromise. Pour nous, le port de Kaolack constitue un des intérêts les plus importants pour la relance à la fois de l'économie et à la fois également de la navigabilité et la création d'emplois. Parmi les 5 axes prioritaires de la Chambre de commerce de Kaolack figure la redynamisation du port qui date de 1911. On a déjà pensé à réhabiliter le port de Kaolack, qui fait partie déjà des 5 projets prioritaires pour la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack. Évidemment, il y a aussi la création du port sec de Mbadakhoune. Il y a le cœur de Kaolack, la réhabilitation du domaine industriel et l'aérodrome de Kanda. Donc tout ceci pour vous dire que si aujourd'hui on parvient à mettre en œuvre tous ces projets, 10 projets prioritaires pour le développement économique de la région de Kaolack, ça participerait à développer beaucoup plus l'activité économique dans la région. L'économie de la région du Sine Saloum, étranglée par cet enclavement, figurait en bonne partie dans la déclaration de politique générale du Premier ministre Aminata Touré. Les populations attendent avec impatience la reprise des activités portuaires de Kaolack. L'invité de l'entretien éclair de ce journal, le président de l'interprofession avicole du Sénégal, Babacar Ngom, bonsoir. Bonsoir. Toute première question entrée en matière, comment se porte le secteur à l'heure actuelle dans notre pays? Bien, le secteur avicole se porte très très bien, on va dire, puisque depuis 2005, nous sommes passés de 5 millions de poussins de production par an à 25 millions aujourd'hui. Et il y a un réel engouement, on va dire, de la jeunesse et des populations pour ce secteur-là. Justement, cet engouement de la jeunesse, il est arrivé au moment où beaucoup de jeunes s'étaient investis, mais par la suite, tous se sont retirés et c'est passé comme un effet de mode. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a expliqué? Non, en réalité, ce n'est pas passé comme un effet de mode. Au contraire, ce que nous enregistrons aujourd'hui comme investissement qui partent de 200 poussins à 500 poussins, de petits élevages disséminés partout dans le Sénégal. Vous allez dans la région de Thiès, aujourd'hui, c'est incroyable, vous avez des poulaillers partout. Vous allez à l'entrée de Touba, vous voyez ce que ça donne. Saint-Louis, c'est pareil, Ziguinchor, ça commence. Je ne parle pas de Dakar. Vraiment, l'aviculture aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que ça se porte à merveille. Très bien, il y a des branches, de principales branches d'activités qui portent le secteur. Est-ce que vous pouvez un peu nous les énumérer? Oui, parce qu'en fait, l'aviculture, c'est, on va dire, un total de presque 12 métiers, parmi lesquels on parle de la sélection, mais après ça, on descend au niveau des grands-parents, après on a les parents. Nous, au Sénégal, on est au niveau des parents, les reproducteurs. Après ça, vous avez l'accouvage, qui consiste à produire des poussins à partir d'œufs à couver. Après l'accouvage, vous avez l'alimentation, la nutrition animale. Et après la nutrition animale, vous avez les productions. Production de poulettes prêtes à pondre, production de pondeuses pour les œufs de table ou les œufs de consommation. Et puis, vous avez la production de poulet de chair. Et derrière ça, maintenant, vous avez le volet abattage, distribution, mais aussi découpe, et puis tous les produits élaborés à partir de volailles. C'est à peu près ça un petit peu notre maillon faible et je pense que nous y travaillons. Nous y travaillerons davantage dans les années à venir pour effectivement combler un petit peu ce petit... même si aujourd'hui, il y a de plus en plus de Sénégalais qui s'investissent dans les petits abattoirs. Très bien. Alors justement, pour parler d'abattoirs, nous allons parler d'infrastructures, un peu pour moderniser ce secteur. Il me semble que vous êtes quelque peu tributaire de l'énergie. Donc, quelles sont aujourd'hui les solutions que vous prenez pour moderniser le secteur avicole? Oui, vous touchez là un point essentiel. Moi, s'il y avait un problème à régler aujourd'hui dans notre pays, un seul problème à régler, ça aurait été la question de l'énergie. Parce que pourquoi, depuis 10 ans ou on va dire un peu plus, on s'est investi dans des bâtiments fermés, qui sont des bâtiments à ventilation dynamique. Donc, tout fonctionne avec des systèmes de turbines, du pad cooling, et qui ne souffrent aucunement de coupure de courant. On est obligé effectivement de mettre des groupes électrogènes, mais des fois, on met le secours du secours et le secours du secours du secours. Ça veut dire que c'est là où ça devient un peu compliqué.
Voilà. Le problème d'énergie est essentiel. Et il y a beaucoup de jeunes, que ce soit dans les quartiers, dans la banlieue, qui s'investissent dans ce secteur. Y a-t-il des voies et moyens pour les accompagner? Oui, je pense que ça, c'est vraiment un des objectifs de l'IPAS, la nouvelle interprofession que nous venons de créer, installée seulement ce matin par Madame le ministre de l'Élevage, que nous remercions au passage, et la stratégie de croissance accélérée avec Ibrahim Ouad aussi, qui nous a beaucoup accompagnés, et puis M. Mansour Kama, qui est le président de la GRAP Élevage. Ouais. Donc là, nous allons travailler avec les bailleurs, avec les partenaires financiers, notamment les banques. On a eu ce matin la présence du directeur de la BNDE, et d'autres groupes financiers qui pourraient effectivement nous accompagner avec l'ADPME, le bureau de mise à niveau, parce que nous allons aussi travailler sur une mise à niveau de la filière. Très bien. Alors, au-delà de l'IPAS, je souligne que vous êtes le patron également de Sedima, donc l'un des plus grands producteurs. Quelle sera votre pierre à l'édifice aujourd'hui? Insuffler. D'abord, nous, aujourd'hui, nous considérons Sedima comme étant un patrimoine national. Et nous voulons que cet exemple soit un petit peu un modèle pour notre jeunesse, pour montrer la voie, pour montrer que c'est possible. On peut partir de très peu, travailler et arriver à faire des choses exceptionnelles. Voilà un petit peu aujourd'hui le rôle que Sedima peut jouer dans cela, tout en insistant aussi sur le volet formation. Nous pensons qu'effectivement, on ne peut pas développer une filière, et c'est valable pour toutes les autres filières, s'il n'y a pas à la base une bonne formation, et nous y travaillerons beaucoup. Très bien. Il y a l'importation de cuisses de poulet, souvent sujet à polémique. Alors, pour des raisons sanitaires ou autres croyez-vous, à votre échelle, ou à l'échelle justement de l'agriculture au Sénégal, de manière générale, pouvoir assurer l'alimentation du marché local? C'est ce qu'on fait depuis 2005, il n'y a pas eu de rupture, il n'y a pas eu d'importation, il n'y a pas eu de rupture. Les Sénégalais consomment du poulet à chaque fois qu'ils en ont besoin. Les prix n'ont pas, il n'y a pas eu une envolée des prix. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, honnêtement, cette situation est pour nous d'ailleurs une source de fierté, même si nous savons qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, parce que l'objectif, c'est de démocratiser le poulet, faire en sorte qu'il soit disponible partout et à des prix accessibles. C'est ça d'ailleurs notre métier. Nourrir la population. Et vous irez sans doute à la conquête de la sous-région. Donc la question que j'ai envie de vous demander, c'est quelles sont les démarches à l'heure actuelle pour accroître la compétitivité de la filière, disons, sénégalaise? Bien, la démarche, c'est d'abord, on va dire, la mise à niveau, c'est d'abord le financement pour accroître la taille critique, avoir une économie d'échelle qui nous permette de produire beaucoup plus et améliorer notre compétitivité. Encourager aussi la production de céréales, parce que nos paysans dans les campagnes pourraient produire davantage de maïs, davantage de sorgho, de mil, et toute cette production-là viendrait nourrir le cheptel sénégalais. C'est dire là aussi que l'aviculture est un facteur d'équilibre social, mais aussi un facteur qui permet d'encourager et comment dirais-je, d'intégrer d'autres productions, notamment tout ce qui sort de la vallée, la farine de riz, le son de riz, valorisation de la farine de poisson. Donc c'est vraiment une source de valorisation de l'industrie locale. Très bien. Merci beaucoup Babacar Ngom. Vous êtes le président de l'interprofession avicole du Sénégal, par ailleurs directeur général de Sedima. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée sur TFM. Je vous remercie.